Madame, monsieur, bonsoir, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Le Vauclin, théâtre d'un double homicide très tôt ce matin. Les deux victimes ont perdu la vie par balle dans une maison au domaine de Bel-Air. On fait le point dès le début de cette édition. Dans ce journal aussi, nous évoquerons la journée internationale de prévention du suicide. Elle se déroulera demain. Cette année, le centre hospitalier Maurice Despinois aborde le sujet sous la thématique « Parlons du suicide autrement ». Et puis, en fin d'édition, nous nous intéresserons à une histoire insolite. Une carcasse de bœuf pollue le quotidien des riverains de Rivière-Roche. Problème, l'animal en décomposition se situe sur un terrain privé dont le propriétaire n'a plus été vu depuis plusieurs semaines. L'effroi au petit matin dans une résidence habituellement calme du Vauclin. Une fusillade a fait 2 morts et au moins 3 blessés dans une maison de vacances au domaine de Bel-Air. Ces 2 nouveaux décès portent à 25 le nombre d'homicides sur l'île depuis le début de l'année. Le reportage de Ryan Aneas. Fusillade mortelle au Vauclin en pleine nuit. 2 personnes ont été tuées par balle. Les faits se sont produits ici dans une maison de vacances peu après 4 heures du matin. Selon les premières informations, le lieu était occupé par un groupe de jeunes adultes. Plusieurs coups de feu ont retenti, réveillant les riverains du domaine de Bel-Air. Une vingtaine d'impacts de balles retrouvés sur place, 2 décès ainsi que 3 blessés. C'est le lourd bilan de cette nuit tragique au Vauclin et les circonstances de ce drame ne sont pas encore connues. Un groupe d'amis louait une maison dans ce lotissement depuis quelques jours et d'autres individus, 2 selon nos informations, seraient entrés dans la résidence en forçant le portail. Une fois entrés, ils auraient ouvert le feu à l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur de la maison. Des images postées sur les réseaux sociaux montrent le chaos qui régnait en ces lieux. Un véritable bain de sang entouré d'impacts de tir. Dans le bourg de la commune, c'est le choc, même si les habitants se familiarisent avec ce type d'événement tragique. C'est trop. C'est trop parce que les jeunes, maintenant, ils font que se tuer et c'est pas bon. C'est pas une bonne chose. On dirait que c'est le seul moyen de défense des jeunes. C'est se tuer, c'est pam, pam, pam. Non. Comme dit les grandes personnes de mon temps, on avait un problème, on va voir ça à 4 heures. Je trouve ça plus malheureux qu'on soit un peu presque désensibilisé à ça. On se dit, c'est... Allez, encore une semaine de fusillade. Mais ce qui est malheureux, c'est que ça devienne la routine, quoi. Seule une personne présente dans la maison de vacances fait partie des administrés du Vauclin. Celle-ci s'en sort avec une blessure à la jambe. Jimmy Faro, maire de la commune, était très tôt sur les lieux et il nous indique que des nuisances avaient été signalées. On sait que les jeunes étaient dans une maison de location, en location saisonnière. Alors maintenant, je sais qu'il y a des habitants qui... Un problème sur le visionnage de ce reportage au Vauclin, nous y reviendrons dans quelques instants. L'actualité de ce mardi 9 septembre, c'est aussi la rencontre ce matin entre la CTM, l'ARS, la protection judiciaire de la jeunesse et l'Académie de Martinique. Objectif, pallier le manque de coordination entre ces différentes entités afin de réduire la violence en milieu scolaire. Un rendez-vous organisé alors que le collège Belle-Étoile à Saint-Joseph est toujours fermé après l'agression de membres du personnel par un élève de 14 ans. 4 principaux axes de travail ont émergé. Les précisions face à la caméra de Louise Sabas. Nous travaillerons tout d'abord à l'élaboration d'une commission interinstitution qui visera justement à gérer et à observer toutes les situations complexes pour qu'on ne puisse plus avoir un enfant comme ça qui arrive dans un établissement sans que nos personnels soient au courant très précisément de la situation. Nous serons également ensemble sur des formations de prévention des agressions. Nous allons également établir très rapidement un protocole de transfert d'informations entre institutions, de façon là encore que nos établissements aient, avant de recevoir des jeunes avec des problématiques, toutes les informations. Voilà ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord. Et puis plus largement, 4e axe, vraiment un soutien à la santé mentale, c'est-à-dire que nous avons besoin sur notre territoire d'avoir vraiment un accompagnement des jeunes qui présentent des troubles psychiques importants. Nous sommes déjà associés avec l'Agence régionale de la santé. Mais nous devons aller plus loin puisque nous avons quand même énormément d'élèves en situation de handicap qu'il nous faut pouvoir accompagner le plus dignement possible.
Autre rencontre pour le président du conseil exécutif de la CTM, c'était hier avec le directeur général du CHUM. Les deux hommes ont pu échanger sur la prise en charge des patients aux urgences, un service souvent pointé du doigt, notamment par les familles. Les détails recueillis par Louis Sabas. J'ai rencontré monsieur le directeur, monsieur Le Brière, parce qu'il y a un sujet qui intéresse tous les Martiniquais. Ce sont les conditions d'accueil aux urgences. Je considère que c'est une situation difficile, compliquée. On a des médecins, des infirmiers, du personnel extrêmement compétent et déterminé. Cependant, les conditions ne sont pas réunies. De voir des gens pendant très longtemps couchés dans les couloirs. Et nous avons décidé en commun de travailler pour améliorer les conditions. Bien sûr, c'est la responsabilité première du CHUM. Mais si nous pouvons accompagner à la fois dans les dispositifs d'amélioration pour trouver des espaces supplémentaires, c'est tant mieux. Il y a bien sûr une question d'organisation. Monsieur le directeur répondra à ces questions. Cependant, on a besoin aussi d'aménagement supplémentaires, d'espaces supplémentaires, de moyens supplémentaires. À ce titre-là, nous allons, par convention, si l'Assemblée de Martinique approuve en délibération, qu'on passera vers octobre en plénière, eh bien, à ce moment, on portera notre contribution pour améliorer, suivant le plan défini par le CHUM. C'est une question de dignité, c'est une question pour moi qui est fondamentale. Pas seulement accompagner les malades, mais accompagner aussi les professionnels de santé pour que les conditions de travail soient meilleures. Le but, c'est dignité de l'accueil, conditions de prise en charge optimales ou en tout cas optimisées et conditions d'exercice pour nos soignants les plus satisfaisantes possibles. Évidemment que tout soutien des partenaires et ici aujourd'hui la CTM à nos côtés est bienvenu et très précieux. Je n'oublie pas l'ARS qui est à nos côtés au quotidien dans un certain nombre d'organisations et qui sont de leurs prérogatives. Donc évidemment que nous devons faire feu de tout bois sur ces sujets d'organisation et de parcours. Et on évoquait ici les urgences. Je préfère ici évoquer non pas seulement les urgences, mais la fluidité nécessaire des parcours patients, tant en amont qu'en aval. À l'heure où on se parle, on a peu de manque de médecins. Le sujet est moins criant qu'il y a 2 ou 3 ans. Il y a parfois des sujets de fidélisation, évidemment, notamment aux urgences, mais pas seulement, en radiologie également. Il nous faut également jouer collectif sur la partie fidélisation. Et c'est avec une organisation la plus satisfaisante possible que nous conservons aussi nos médecins. Les médecins et les équipes soignantes restent dans les organisations qui sont, j'allais dire, les plus productives possibles, productives au sens les plus satisfaisantes possibles. Santé toujours, demain se tiendra la journée internationale de prévention du suicide. Dans ce cadre, 2 rendez-vous majeurs sont organisés par le centre hospitalier Maurice Despinois. On en parle avec le professeur Stéphane Amadeo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc psychiatre et vous allez prendre part demain à une conférence débat qui se tiendra au Robert après la projection de films. Dites-nous tout. Alors, donc c'est effectivement organisé par le CHMD, mais qui est un nouvel établissement maintenant depuis le 1er septembre. Une partie du CHU les a rejoints, dont je fais partie. Je fais partie du service hospitalo-universitaire. Et effectivement, nous avons ce projet de faire cette manifestation, cette conférence. Alors, les objectifs, les principaux, c'est de faire connaître le 31-14. D'abord, le 31-14, vous savez, c'est un dispositif qui a été mis en place par le président Macron en 2019, déjà en France. Mais en Martinique, il n'a ouvert qu'en 2024. Et donc, il est important que les personnes qui ont besoin d'appeler, qui ont besoin d'avoir de l'aide et qui sont en souffrance, pas forcément suicidaires, mais quand même vraiment une souffrance qui est de forte nature, puissent appeler des personnes. Là, ce sont des répondants locaux qui vont aider, une façon si vous voulez, d'investiguer, d'évaluer la personne et de l'orienter, voire de l'aider. Donc ça, ce sont vraiment des dispositifs très importants qui existent dans le monde. Vous savez, dans le monde, il y a quand même environ 800 000 décès par suicide. En France, il y a à peu près 9 000. Et en Martinique, on est entre 25 et 30 suicides par an, décès. Vous voyez, c'est plus que les homicides. On en parle peut-être plus souvent, mais c'est plus que les homicides, c'est plus que les accidents de la route. De temps en temps, on sait qu'il y a un suicide, mais on n'est pas conscient de ce problème de santé publique. Parler. Ça reste tabou, finalement. Assez tabou, assez tabou. Et pourtant, il y a des solutions. Donc, cette stratégie nationale de prévention du suicide qui est par le 31-14. Et il y a aussi une approche que je vais présenter lors du film, qui est plus une approche globale qui valorise la culture locale. Alors, je prendrai l'exemple de la Polynésie française, parce que j'y ai exercé longtemps et qu'on a fait des études scientifiques qui ont prouvé que ça marchait, à savoir que ça diminue la récidive suicidaire.
en associant à la prise en charge de psychologues, médecins, psychiatres, des tradipraticiens, des personnes qui sont capables de faire des soins traditionnels. Bon, en Polynésie, ce sont surtout des massages. Mais vraiment, ça apporte beaucoup, ou des sorties accompagnées sur le lagon, des choses comme ça. Donc, concrètement, c'est utiliser toutes les spécificités locales pour accompagner ces personnes qui sont en souffrance. Par exemple, ici, il peut y avoir de la pharmacopée traditionnelle qui est très riche, il peut y avoir des danses, le bélé, des choses traditionnelles qui peuvent être intégrées dans une approche thérapeutique. Vous voyez, et ça, c'est ça l'exemple que je voudrais donner. Une conférence débat ouverte à tous, demain. Tout à fait. Alors, c'est à la mairie du Robert, c'est en fait l'office municipal. Simplement, comme il y a un nombre de places limitées, il est très conseillé d'appeler avant pour se renseigner, s'inscrire, mais c'est gratuit, ouvert à tout le monde. Vous avez parlé du 3114, ce numéro national avec une antenne locale, j'ai envie de dire, en Martinique. Donc, lorsqu'une personne en souffrance appelle depuis la Martinique, elle tombe sur quelqu'un qui lui répond depuis la Martinique. Alors, normalement. C'est un système, c'est un numéro qui est open H24, 7 jours sur 7. Et donc, pour que ça fonctionne, on a beaucoup de centres en France, il y en a 19, dont 3 qui sont open tout le temps. Et en fait, on a des numéros qui basculent quand, par exemple, un Martiniquais appelle notre centre, mais que c'est occupé. Au bout de 2 minutes, il y a un basculement vers un autre centre de métropole. Et donc, c'est pourquoi, en fait, il est important que les Martiniquais connaissent bien ce numéro et l'utilisent. Sinon, c'est vrai que le fait que beaucoup d'autres personnes de métropole appellent également en métropole et que les basculements reviennent vers nous, voilà, il y a un petit souci, on va dire, de balance, d'équilibre. Il est important que les Martiniquais se saisissent de ce numéro, le retiennent, et n'importe qui peut appeler, un malade, une famille, un soignant, un journaliste. Voilà, c'est vraiment ouvert à tous. Je l'ai dit, 2 rendez-vous majeurs, cette conférence débat demain, mais aussi une marche prévue dimanche, toujours au Robert. Tout à fait. Alors après, donc, cette journée de demain à 19h, il y aura dimanche une randonnée. Alors, en fait, l'Association mondiale de prévention du suicide, qui existe depuis une vingtaine d'années, enfin, la journée mondiale existe depuis une vingtaine d'années, organise une manifestation sportive qui est plutôt le vélo, habituellement. Cycle Around the World. Mais là, en fait, en Martinique, on a choisi la randonnée. Et donc, elle a lieu à partir de 8h au niveau de la mairie du Robert. Enfin, il faut se renseigner auprès de la mairie du Robert pour là aussi s'inscrire ou se renseigner sur le lieu exact. Et le nom de cette marche, Marchons sans tabou, marche solidaire de 5 km. Merci beaucoup, professeur Stéphane Amadeo, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir parlé de ce numéro, le 3114, on le répète, pour toutes celles et ceux qui sont en souffrance, mais aussi leurs proches qui voudraient avoir peut-être des conseils ou des accompagnements. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. Revenons à présent sur ce drame qui s'est déroulé au Vauclin très tôt ce matin. 2 personnes ont perdu la vie par balle. Le reportage sur place de Ryan Anias. Fusillade mortelle au Vauclin en pleine nuit. 2 personnes ont été tuées par balle. Les faits se sont produits ici, dans une maison de vacances, peu après 4 h du matin. Selon les premières informations, le lieu était occupé par un groupe de jeunes adultes. Plusieurs coups de feu ont retenti, réveillant les riverains du domaine de Bel-Air. Une vingtaine d'impacts de balles retrouvés sur place, 2 décès ainsi que 3 blessés. C'est le lourd bilan de cette nuit tragique au Vauclin et les circonstances de ce drame ne sont pas encore connues. Un groupe d'amis louait une maison dans ce lotissement depuis quelques jours et d'autres individus, 2 selon nos informations, seraient entrés dans la résidence en forçant le portail. Une fois entrés, ils auraient ouvert le feu à l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur de la maison. Des images postées sur les réseaux sociaux montrent le chaos qui régnait en ces lieux. Un véritable bain de sang entouré d'impacts de tir. Dans le bourg de la commune, c'est le choc, même si les habitants se familiarisent avec ce type d'événement tragique. C'est trop. C'est trop parce que les jeunes, maintenant, ils font que se tuer et c'est pas bon. C'est pas une bonne chose. On dirait que c'est le seul moyen de défense des jeunes. C'est se tuer, c'est pam, pam, pam. Non! Comme dit les grandes personnes, dans mon temps, on avait un problème, on va voir ça à 4 h. Je trouve ça plus malheureux qu'on soit un peu presque désensibilisé à ça. On se dit, c'est encore une semaine de fusillade. Mais ce qui est malheureux, c'est que ça devienne la routine, quoi. Seule une personne présente dans la maison de vacances fait partie des administrés du Vauclin. Celle-ci s'en sort avec une blessure à la jambe. Jimmy Faro, maire de la commune, était très tôt sur les lieux et il nous indique que des nuisances avaient été signalées. On sait que les jeunes étaient dans une maison de location, en location saisonnière.
Alors maintenant, je sais qu'il y a des habitants qui se plaignaient depuis plusieurs jours du bruit, qui se plaignent régulièrement aussi de ces maisons qui sont en location saisonnière. Mais là, on est vraiment dans quelque chose qui touche, qui frappe la population. C'est-à-dire qu'il y a des décès, 2 dans la nuit, c'est trop, c'est beaucoup trop. Un bilan lourd qui se produit de plus en plus en commune. Le maire du Vauclin regrette cette situation qui devient fréquente sur notre territoire. C'est une grande lassitude, on en a assez, de la tristesse de voir que cette jeunesse est souvent cible de balles, de violences. Et je pense qu'on a plus qu'assez que cette situation se pérennise au final, qu'elle s'installe. Je suis de tout cœur aux côtés des familles des victimes. Je pense que la population vauclinoise s'associe à ce moment de tristesse et à moi pour pouvoir dire aux familles sincères condoléances et les encourager dans ces moments difficiles. Ce drame vient en tout cas renforcer le triste bilan des homicides. On en dénombre désormais 25 sur notre territoire depuis le début de l'année, dont 21 par arme à feu. On poursuit avec cette histoire pour le moins insolite. Depuis plus d'une semaine, les riverains de la résidence Les Caraïbes à Rivière-Roche subissent des effluves nauséabondes. En cause, un bœuf en état de décomposition sur le terrain privé d'un voisin. Louis Sabas. Le visage masqué, l'Ivan est contraint de fermer la baie en dépit de la chaleur. L'odeur, elle est infernale. Il y a un animal qui est mort. Ça fait combien de temps et on est obligé de fermer. Une odeur pestilentielle qui vient du terrain en friche face à sa résidence depuis une semaine, une zone sur laquelle se trouve un bœuf en état de décomposition. Les effluves nauséabondes incommodent la famille jour et nuit. Ils s'inquiètent pour leur santé. Ça peut donner des nausées, comme des étourdissements. Il y a quelques jours, j'avais quelques étourdissements. C'est pénible. Alors, en fait, c'est quand le vent passe qu'on prend l'odeur en plein, en fait. Et on est obligé de porter des masques ou même de fermer. C'est insoutenable en fait. Je suis obligée de faire ma cuisine avec le nez attaché. Je suis obligée de bégonner parce que sinon, quand on laisse ouvert, les mouches elles viennent. Avec un autre habitant de la résidence Les Caraïbes, ils ont entrepris des démarches auprès de la société Ozanam. Problème, la carcasse se trouve sur un terrain privé et le propriétaire de ce qui reste de la bête, un homme d'un certain âge, ne donne plus signe de vie depuis plus de 2 semaines. Le bailleur social ne peut donc pas intervenir. Les résidents ont décidé de se tourner vers les services de la Seine, spécialistes de la gestion de déchets et de l'environnement, afin d'en terminer avec ces effluves pestilentiels. En sport, nos basketteurs reprennent le chemin des parquets à l'occasion des 8e de finale de la Coupe de France. Chez les hommes, 3 matchs sont au programme ce soir. Tour d'horizon avec Karil Chassol. En basket masculin, 3 matchs sont au menu des 8e de finale de la Coupe de France ce soir. On aura tout d'abord droit à une opposition entre formations évoluant en Régional 2. Le CS Vauclinois sera face au MUC, un match qui se disputera ce soir 20h au Vauclin. Autre rencontre, cette fois entre formations qui n'évoluent pas dans la même division, l'opposition entre le Rebond Pilotin, qui est en pré-national, et le CSC Carbet qui évolue en Régional 2. La logique sera-t-elle respectée ou aura-t-on droit à une surprise? Réponse ce soir 20h au complexe sportif d'Ancamé à Rivière-Pilote. Enfin, le 3e match retiendra sans doute l'attention, l'opposition entre 2 formations évoluant en pré-national. À 20h, le Golden Lion reçoit les Foyalais de l'Intrépide, une rencontre qui vaudra le déplacement, surtout avec le recrutement de qualité des Joséphins qui ont récupéré 3 joueurs du Golden Star notamment. Golden Lion, Intrépide, c'est ce soir 20h au hall de Saint-Joseph. Les autres rencontres se dérouleront ce week-end. Et à noter que chez les femmes, ce tour de coupe débute demain. Nous y reviendrons. Le basket qui occupera, à n'en pas douter, une place importante dans le choix d'une activité extrascolaire pour nos jeunes Martiniquais. Justement, ce week-end, les associations de Shellshare ont organisé une rencontre avec la population afin de présenter leurs offres. Voyez quelques précisions recueillies par Cathy Petit. Le karaté-do, je rappelle, c'est un art martial, c'est une discipline de vie qui vous permet effectivement de travailler sur le côté physique, donc le côté santé physique, le côté santé mentale et aussi le côté spirituel où nous faisons beaucoup de méditation et de travail sur la gestion de nos émotions. Ils peuvent venir
pour se défouler. Ils peuvent venir après une journée, par exemple, stressante, ou même venir se défouler, taper dans le sac. Ils peuvent venir taper dans le sac. Par exemple, il y a aussi le cours parents-enfants, où là, s'ils ont un enfant, par exemple, de 5 ans à 10 ans, ils peuvent venir avec leur enfant et là, ils font une activité ludique et une activité de boxe ensemble. Et à ce moment-là, là, ils partagent un moment convivial avec leur enfant. Nous participons aussi parfois au championnat de France d'aviron qui se déroule en métropole une fois par an. Et nous avons aussi des randonnées, notamment la randonnée du 1er novembre qui est la traversée du Sud. C'est une randonnée de 50 km. Alors cette randonnée, elle part de Sainte-Anne pour rallier Schellcher en passant par le Rocher du Diamant. C'est une randonnée pour rameurs confirmée, mais c'était vraiment une journée exceptionnelle et je pense que vous allez en entendre parler également dans les médias. Prenons à présent la direction du Palais des Congrès de Madiana pour retrouver les prétendantes à l'élection Miss Martinique. Nous découvrons ce soir la candidate numéro 1, Salomé Demaret. Bonsoir, d'où venez-vous et pourquoi devriez-vous devenir notre future reine de beauté? Bonsoir à tous, je suis Salomé Demaret, j'ai 23 ans. Je suis foyalaise, née en Martinique. Actuellement assistante juridique, je poursuis également un master en droit des affaires, donc tout en travaillant, après avoir obtenu 2 licences, l'une ici au CNAM en droit immobilier et l'autre à distance à Paris 2 Panthéon-Assas. Miss Martinique, c'est pour moi l'occasion de mettre en avant notre île, la Martinique, ses valeurs, son histoire, sa culture. Élire une Miss, c'est aussi donner une voix. Je veux être le porte-parole de notre jeunesse ambitieuse et celle des femmes, et notamment celle des mères qui, comme moi, font face. Eh bien, merci beaucoup, Salomé Demaret. On poursuit avec la candidate numéro 2, Maïka de Oliveira Almeida Perran. Bonsoir. Même question qu'à votre camarade. D'où venez-vous et pourquoi les Martiniquais devraient-ils vous choisir? Bonsoir Yohan, bonsoir chers téléspectateurs. Je suis Maïka de Oliveira Almeida Perran. J'ai 24 ans et je suis de la commune de Ducos. Je suis votre candidate numéro 2. Je prépare actuellement un master en direction d'hôtellerie-restauration et je suis ravie d'être votre candidate à Miss Martinique. Je souhaite être bien plus qu'une image pour toutes ces femmes, toutes ces Martiniquaises et Martiniquais, représenter leur patrimoine, leur culture et bien évidemment leur gastronomie. C'est pour moi un réel plaisir d'incarner cette Miss pour vous et j'espère que si vous vous reconnaissez en moi, vous voterez numéro 2. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux de vous être présentées ce soir dans notre journal de 19h. On retrouvera donc 2 nouvelles candidates dès demain. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang à la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France, de 8h à 17h30. C'est ainsi que se referme notre édition locale. On se retrouve dans quelques petites minutes pour l'actualité nationale et internationale. A tout de suite.